écoute, on apprend que Gary Gensler et la SEC considéraient secrètement l'Ethereum comme une security. Alors, qui nous rapporte cette information? En réalité, c'est Consensus. C'est un débat qui est extrêmement intéressant. Alors, je vais essayer de pas vous manger le cerveau avec cette information. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Consensus, c'est l'entreprise qui fait les principaux développements sur Ethereum, puisque un des cofondateurs d'Ethereum a créé Consensus, a monté une boîte, possède beaucoup d'Ethers du coup, a facturé énormément de prestations, probablement contre des Ethers, etc., etc. Et donc, on en revient à ce fameux sujet, est-ce qu'Ethereum est une security ou pas? Historiquement, Gary Gensler avait dit que non, et après, il avait flouté un petit peu l'information. Maintenant, il se dirait qu'en off, ils disent que oui. Mais voilà, cette information, en fait, c'est juste pour créer la zizanie entre Consensus et la SEC. C'est-à-dire que, en gros, je pense que Consensus, qui a déjà attaqué la SEC en justice, va continuer d'apporter des arguments. La SEC va continuer de rendre des contre-arguments qui seront toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire, il y a eu une ICO avec l'Ethereum Foundation. Il y a des gens qui sont pétés d'Ethereum alors que si c'est pas une security, qu'est-ce que c'est? Parce que tu vois, dans Bitcoin, tout le monde pouvait miner, tandis que sur Ethereum, il y a eu du préminage. Donc déjà, il y a cette histoire-là. Et donc, tant que Consensus n'arrivera pas, je pense, à mettre d'accord un juge, il y aura toujours cette zone de flou, et cette zone de flou va pouvoir durer un certain temps, je pense. On sait que le mois de mai pour les ETF Ethereum, c'est très peu probable, mais moi personnellement, là, c'est moi qui me mouille, je pense qu'on va nous casser les pieds pendant des mois et des mois avant qu'on sache le fond de l'histoire. Je suis pas pressé pour ce ETF. Je peux compléter parce que du coup, j'ai regardé une interview de Joseph Lubin, Joseph Lubin, je sais pas comment on prononce. Ouais. Qui est un des cofondateurs d'Ethereum, en gros, CEO de Consensus. Ouais. Et du coup, il a fait une interview avec Bankless Ventures, Bankless, qui est en gros un gros groupe, une grosse chaîne YouTube, en fait, un peu comme ce que nous on fait en réalité en France, mais en version anglophone, qui ont derrière aussi d'autres groupes comme Bankless Ventures, etc. Bref, peu importe, ils ont fait une vidéo avec eux, et du coup, pendant 1 heure, ils reviennent un peu sur tout ce qui se passe. En fait, dans la vidéo, ils expliquent plusieurs trucs qui sont assez intéressants. Déjà, la première chose, c'est qu'ils comptaient attaquer la SEC tôt ou tard. Ils voulaient juste pas les attaquer les premiers parce qu'ils voulaient pas entre guillemets, initier le truc. Il voulait plutôt que ce soit une réponse que quelque chose de très frontal, et de laisser une chance, en réalité, à la SEC de faire son micmac, de se débrouiller, de changer d'avis, et d'arriver à quelque chose qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus rationnel. Ils ont reçu une Wells Notice de la SEC, donc en gros, c'est globalement une mise en demeure. En gros, c'est un truc qui te met au courant que tu vas être poursuivi en justice, a priori, ou que tu vas devoir agir avec la justice, etc., de ma connaissance. Et du coup, c'est à ce moment-là où Consensus, en fait, a contre-attaqué, et donc a attaqué aussi la SEC en justice, pour justement montrer que la SEC juge que Ethereum est une security alors que c'est pas le cas, et ce par plein d'arguments. Un argument qui est assez intéressant déjà, c'est que Gary Gensler, je sais plus si quand il était au MIT ou une autre école, il faisait des cours, il expliquait que Ethereum n'était pas une security. Mais ce qui est aussi très intéressant, et je pense qu'il y a un truc qui devrait intéresser la plupart des gens, c'est que apparemment, fin d'année dernière, donc je crois que c'était entre octobre et décembre, en fait la SEC a pushé pour que les produits dérivés sur Ethereum, donc les ETF Ethereum Futures, soient donc mieux développés et mieux distribués. Donc pourquoi faire cet effort pourquoi pousser pour avoir une meilleure distribution de ces ETF Ethereum Futures, ou de mieux développer les produits ou de les ajuster, alors que en fait pour eux c'est une security, ça n'a aucun sens de pousser pour ces ETF Ethereum Futures, et donc pousser à leur développement, si derrière c'est une security. Donc c'est très bizarre. Et en fait dans la vidéo, ce qu'ils expliquent, c'est que en fait la SEC émet un jugement sur le développement de la technologie et outrepasse en réalité ses droits. C'est-à-dire qu'ils ont un jugement sur la technologie, et ils ont plein de biais qu'ils expriment publiquement. Par exemple, pour les ETF Bitcoin, ils expliquaient notamment à Vanek et d'autres avec qui j'ai parlé qu'ils partaient du principe qu'ils n'allaient pas les accepter, tu vois, et que c'était juste on va faire notre devoir de lire le truc, mais on va pas les accepter. Enfin, à quel moment un régulateur se met dans ce délire-là? Le régulateur, il est là pour recevoir les demandes, les analyser froidement, ne pas avoir de biais, et regarder tout simplement si ces derniers respectent des règles, les limites, etc. En gros, ce qu'ils expliquaient avec cette vidéo de Consensus sur la chaîne de Bankless, c'est que a priori ça va prendre beaucoup de temps, que eux ils croient pas à un ETF Ethereum cette année, plutôt l'année prochaine, et que oui, ces poursuites en justice vont durer énormément de temps, et que en fait ils vont perdre énormément de temps, que ce soit du côté de la SEC ou même d'Ethereum, mais qu'ils les attaquent par devoir, parce que en fait on se rend pas compte, mais
si Ethereum est considéré comme une security, qu'en est-il, tu vois, des boîtes comme Coinbase qui bâtissent des layer 2 sur une security? Enfin, donc en fait, je pense qu'on va avoir une sorte de cartel crypto, de lobby crypto qui va se mettre derrière Consensus, parce que tout le monde a intérêt à ce que Consensus gagne en fait. Et eux, ils sont très confiants dans le fait de gagner, évidemment, ils diront pas le contraire. Mais je pense qu'ils sont très honnêtes à ce sujet-là, je pense que c'est juste que ça va prendre du temps, et même s'ils perdent, entre guillemets, sur ce truc-là, ils feront appel et ils iront même devant la Cour suprême ou devant le Congrès, si besoin de ce qui a été discuté dans la vidéo. Donc, moi, je pense que Consensus va gagner. Je pense que juste, en fait, la ICC essaye de jouer la montre. Ouais, pour les intérêts du système bancaire, tout simplement. Sauf que, d'un autre côté, BlackRock qui pousse dans l'autre sens. Ouais. Et du coup, la discussion que j'avais avec certaines personnes, c'est que peut-être que BlackRock, alors il y a deux hypothèses, soit BlackRock a compris qu'ils allaient rien pouvoir faire face à les cryptos et que dans tous les cas ça allait péter, et donc autant se mettre dans le sens du vent et se développer sur cet écosystème, voilà. Soit l'alternative à ça, c'est contrôler pour mieux régner, quoi. Donc prendre la main sur l'écosystème pour mieux régner. Donc il y a ces deux options-là, en fonction de... Comment dire ? En fonction de comment vous le percevez. Mais en tout cas, c'est marrant de voir que BlackRock pas une position qui est similaire au reste du lobby bancaire ou du système traditionnel. Bah oui. Et c'est assez fou de se dire qu'un acteur aussi gros que BlackRock prenne entre grands guillemets ce risque ou se veut très proactif au sujet des cryptos, alors que les plus petits le sont pas vraiment, alors que c'est peut-être eux qui ont le plus à gagner. Enfin, je sais pas. En fait, c'est quels sont les intérêts? Pour moi, c'est le système bancaire n'aime pas les cryptos, le système bancaire donc commercial et la banque centrale. Surtout la banque centrale, parce qu'en réalité, l'ennemi numéro 1 de Bitcoin, c'est les monnaies fiduciaires. Les banques commerciales, elles sont là pour faire de l'argent. Donc, si tu veux que ce soit du dollar ou autre chose, je pense qu'elles s'en tapent, mais qu'elles reçoivent constamment des pressions de la part du système de la banque centrale et des politiques, etc., pour faire blocus. BlackRock, c'est encore plus loin, parce qu'en fait, BlackRock, c'est une boîte qui fait de l'argent avec tout et n'importe quoi, entre grandes parenthèses. Donc, en fait, que ce soit Bitcoin, dollar, des matières premières, peu importe. Ouais, mais tu pourrais dire la même chose de plein d'autres boîtes, tu vois. Enfin, tu vois, on parle de BlackRock, mais toutes les banques, etc., ils ont des équivalents de BlackRock, tu vois, de ETF qui distribuent, et ils ont juste intérêt à ce qu'un maximum de gens utilisent leurs ETF ou leurs services pour derrière facturer des frais. Mais donc, moi, je pense que dans ce système bancaire que tu décris, toute forme d'opposition à Bitcoin et aux crypto-monnaies, c'est plus pour plaire aux banquiers centraux et aux États que régulateur. Chose. Parce que si ça tient qu'à eux, je pense qu'ils y vont pleine. Je sais pas, je sais pas, parce qu'en fait, tu vois, le fait que eux ils poussent vers de la crypto, en soi, ça va possiblement pousser à moins d'intermédiaires. Tu vois, un marché qui est plus ouvert, et donc une perte de leur marge. Enfin, c'est un calcul. Enfin, là, je parle d'un truc bien plus long terme, mais in fine, c'est ce vers quoi on se dirige si on se pousse à la décentralisation. En tout cas, on pousse à des technologies qui sont plus orientées blockchain. Je sais pas. Un autre truc qui était aussi assez intéressant, dont je voulais parler, c'est que dans l'interview entre Bankless, donc les gars de Bankless et de Consensus, en fait, les gars de Consensus, donc notamment le CEO de Consensus, donc core contributeur de Ethereum, a dit que en fait le régulateur américain, donc la SEC, avait demandé l'identité de toutes les personnes qui avaient contribué à Ethereum, et donc qui voyaient ça comme une sorte de moyen de pression, voire de censure des gens qui développaient l'écosystème Ethereum en fait, et donc c'était très 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 mauvais d'un point de vue technologique pour l'écosystème, dans le sens où on n'a pas eu du tout ça pour l'avènement d'internet, tu vois. Enfin bon, après là c'est différent, parce que là c'est plus une question de valeur et de spéculation en plus de la technologie, mais en fait techniquement la SEC devrait probablement pas prendre cette position là, donc c'est pour ça que Consensus en fait pousse pour que le Congrès délimite des règles qui soient bien plus claires, s'organise mieux pour que derrière la SEC ait un cadre très très fort et qu'ils outrepassent pas leur pouvoir pour nous amener dans des discussions et des attaques en justice, etc. Ensuite, donc, les ETF Bitcoin et Ethereum Spot sont lancés à Hong Kong avec 12 millions de dollars de volume le premier jour. Alors cette donnée-là, elle a été contestée, j'ai vu sur les réseaux sociaux, machin. Bon, moi je prends ces informations qui sont disponibles ici sur sosovialu.xyz. C'est une information qui a été relevée de partout. Sur ce site-là, vous pouvez regarder du coup pour du BTC, pour de l'Ether, et aussi comparer avec ce qui se passe sur le marché américain. Donc quand on va sur le BTC, au final, on n'a pas 10 milliards de données, puisqu'on en a une pour le 30 avril, une pour demain, une pour le 3 mai. Et donc on voit ici qu'on a eu un volume de trading avoisinant les 10 millions de dollars le jour de la sortie de l'ETF. Donc quasiment 10 millions de dollars pour le Bitcoin, quasiment 3 millions de dollars pour l'Ether. Donc en réalité, on est quasiment à 13 millions. Mais ça reste peanuts
par rapport aux States. C'est vraiment. Ça reste peanuts par rapport à tout. Si tu regardes sur Binance, on est sur des milliards des milliards de dollars échangés tous les jours en fait. Même en dehors de Binance, donc c'est vraiment ridicule, quoi. Donc voilà, ça se fait tranquillement et puis peut-être que ça prendra de l'attraction avec le temps, mais c'est sûr que ça reste ridicule par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc dans la continuité des Gunlayers, on va parler de Renzo qui a un protocole de liquid restaking, le deuxième ayant sorti son jeton après EtherFi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu petit drama, souvenez-vous, avec le 2PEG, etc. Là, on est sur une capitalisation avoisinant les 180 millions de dollars. Donc pour le moment, ça tient. Et on va surveiller. En tout cas, EtherFi a fait beaucoup plus mouche que Renzo, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs par principe. Et on va avoir pas mal d'autres jetons qui vont arriver très probablement prochainement. On a vu notamment, je ne l'ai pas noté, mais Justin Sun qui aurait déposé pas mal de liquidités sur le protocole Swell. Donc on s'imagine que Swell va nous annoncer très prochainement un airdrop, etc. 54% de la TVL, je crois, de Swell même. Hein. J'ai vu quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est vraiment énormissime. Je sais pas. Alors peut-être que ce truc est pas à jour, tu vois. Mais moi, il me semblait que Swell c'était plus petit. Hein, en tout cas, c'était beaucoup. Ce qu'il a mis, c'est beaucoup. Ah oui, par rapport à la TVL totale. Je sais plus si c'est 50% ou si c'est plus, enfin ou c'est moins, mais c'était vraiment énorme. Et juste pour compléter vite fait, parce que j'ai l'impression qu'on a été imprécis, mais on a eu de l'inflow qui est arrivé sur Grayscale pour la première fois depuis 78 jours, ce que tu expliquais. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que de ce que j'ai compris en regardant les podcasts, c'est que en fait, Grayscale sont en train de déployer un autre ETF qui est une sorte de dérivé de l'ETF qu'ils ont en spot sur Bitcoin. Okay. Ce serait une sorte de, je sais plus si c'est mini BTC ou IBTC, un truc comme ça, et qui aurait beaucoup moins de frais en fait. Donc, ce qui permettrait en fait des gens qui sont ce qui permettrait aux gens qui sont dans les ETF Grayscale, Spot, sur Bitcoin, de passer de celui-ci actuel où il y a beaucoup de fees à un autre qui a beaucoup moins de fees. Par contre, ce serait évidemment un événement taxable, le fait de retirer ses sous du premier ETF pour le mettre dans le deuxième. Mais de ce que j'ai vu, il lance un nouvel ETF, un ETF annexe pour Bitcoin. Ouais. Voilà, et du coup, j'ai l'info pour Justin Sun qui a déposé 120 000 Ethers sur Swell Au calme. Donc quasiment 50% du total des dépôts. Bon, voilà. Donc il y a encore un petit braquage qui arrive. N'oubliez jamais que Justin Sun est le roi des rois des délits d'initiés et que pour le moment il n'a jamais payé. Il n'a rien à faire. Il n'a jamais payé. Donc toujours sur Renzo, je tenais à vous signaler que du coup on va garder pendant très longtemps un supply de jetons de l'ordre de 10% débloqué au total et le prochain unlock de jetons se fera du coup dans un an au 30 avril 2025. Donc pour le moment on gardera une capitalisation boursière plutôt basse en attendant l'année prochaine. Ensuite donc on a le fondateur de Binance, Sizi, le bon vieux Sizi, qui prend 4 mois de prison. Visiblement, c'est du ferme. Alors, j'ai pas pu avoir 10 000 sources à ce sujet. Les seuls qui parlent expressément de prison ferme, c'est Capital. Je pars du principe que Capital est quand même un média qui fait attention à ce qu'il dit. Mais visiblement, ce sera bien 4 mois de ferme pour lui, après avoir répondu coupable à des accusations de facilitation de blanchiment d'argent. Donc, j'ai aussi posé la question sur Internet, quand est-ce qu'il met les pieds en prison? J'ai pas eu la réponse. Mais en tout cas, le dernier tweet de Sizi, c'est celui-là où il remercie tout le monde pour son support. Et je pense qu'à partir de maintenant, il va se faire très petit. Il va rester investisseur passif. Mais voilà, ce monsieur sort avec, je crois, 47 milliards de dollars en poche d'actifs. Donc je pense que c'est un braquage bien réussi. Sizi, apparemment, a une fortune estimée à 47 milliards de dollars. Ok. C'est... Enfin, je sais pas si on se rend bien compte. Je sais pas si c'est... Voilà, it takes 47 billion dollars. Ouais, je sais pas à quel point c'est sourcé, etc., à quel point c'est fiable, hein. Mais ce serait pas impossible, quoi. Après, 47, c'est énormissime. Hein. Ensuite, on a Tether qui enregistre encore une fois des bénéfices records. On parle de 4,52 milliards de bénéfices pour ce premier trimestre 2024. Donc, on est maintenant sur un capital net de 11,37 milliards de dollars avec des réserves excédentaires de 6,3 milliards. Alors, il faut noter qu'une grande partie des bénéfices ont été faits grâce à leurs investissements dans l'or et dans le Bitcoin, pas uniquement par rapport à l'USDT. Hein. Je crois qu'il n'y a que 1 milliard. 3,52 milliards provient des gains sur ces investissements. Donc, c'est pas des investissements, enfin, c'est pas des profits nets. Enfin, ils ont vendu du coup? Ou non, je pense que c'est du profit latent. Ouais, je pense que c'est du profit latent. Mais c'est quand même gigantesque. Paolo, c'est quelqu'un.
Paolo, c'est quelqu'un. Bah, je pense que c'est un des hommes les plus puissants de l'écosystème actuellement. Oui, largement. Enfin, il y a quelle boîte en crypto qui fait plus d'argent que Tether? Genre, Mais c'est surtout. Je pense aucune. Je sais même pas si Binance fait autant d'argent qu'eux. C'est jamais tombé, Tether. Je pense pas. C'est jamais tombé, gros. Putain, à l'époque, on avait Bitfenexed. Ah, il doit se retourner dans sa tombe, le frérot là. Ensuite, on a cette histoire qui est incroyable. On a apparemment un utilisateur qui aurait perdu 68 millions de dollars de WBTC, soit 1155 bitcoins, en se trempant dans l'envoi vers une adresse. Alors, comment ça s'est passé pour ceux qui connaissent pas la technique? Quand vous allez sur Etherscan ou sur votre wallet, vous pouvez voir les dernières transactions. Et vous pouvez voir du coup les adresses. Et donc, ce que font certains hackers, c'est qu'ils brute force des adresses jusqu'à avoir une adresse très ressemblante à la vôtre. Et vous envoient une transaction de sorte à ce que vous, si vous ne faites pas gaffe, parce que ça commence par les mêmes caractères et que ça finit par les mêmes caractères, vous vous dites « Ok, c'est mon adresse », vous prenez la dernière transaction, vous faites copier-coller et voilà. Et donc, visiblement, tu as un hacker qui a réussi à duper cet utilisateur et cet utilisateur a envoyé 1155 WBTC. Alors là, c'est mon côté complotiste qui parle. J'ai du mal à y croire tellement c'est gros. Moi, je pense sincèrement que c'est une fraude fiscale. En mode, ouais. Et techniquement, si tu perds tes fonds, pour l'État, l'État, c'est pas son dos, hein, de ce que je comprends. Hein. Je sais pas. Enfin, si toi, tu fais 1 million d'euros, ok, et que tu dois être taxé dessus, et que toi, tu te fais voler ce 1 million d'euros, genre, c'est pas son dos à l'État que t'es perdu ces 1 million d'euros là, c'est toi, tu dois payer ces taxes dessus, non? Je sais, ouais, bah oui, en tout cas, ça dépend de chaque juridiction, mais en tout cas, pour moi, c'est trop, mec, c'est trop. Ça a surtout sens. Sur un montant comme ça, enfin, je sais pas, c'est curieux. Ensuite, on a Transaction Analyzer qui nous a fait un rapide trade pour nous parler plus en détail du token Eigen. Ça rentrait trop dans le détail parce que le white paper, il est violent. Hein. Je ne l'ai pas lu. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc, il nous parle du principe du staking. Le problème du staking, c'est qu'effectivement, ton actif, si tu veux vraiment qu'il fonctionne bien pour sécuriser un réseau, il faut que ton actif ait de la valeur, d'où l'intérêt du restaking. Et après, il nous parle des différentes problématiques et il nous parle de faute objective versus faute subjective. Et c'est là où c'est intéressant, ce que je disais tout à l'heure. Donc, une faute objective, c'est une erreur qui enfreint les règles dans la blockchain. Donc, c'est quelque chose que tu peux factuellement prouver parce que tu as la preuve sur la blockchain. Une faute subjective correspond quant à elle à une erreur qui est externe à la blockchain. Par exemple, un validateur qui fournit un prix inexact pour un oracle, c'est une faute subjective. Il n'est pas possible. Je ne peux pas savoir si l'oracle il a fait exprès ou pas, quoi. Il n'est pas possible pour une blockchain de prouver les fautes subjectives et Eigen compte bien résoudre ce problème global. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Dans son usage, le token Eigen ressemble beaucoup à Ethereum Staké. On dépose de l'Eigen chez un validateur. Donc là, on dépose de l'Eigen. On ne dépose pas de... Comme ce que j'expliquais justement, ouais. Ouais, c'est ça. On sécurise des opérateurs de service, donc des AVS. On touche des récompenses. Ce qui est différent, c'est qu'on va ici vérifier des informations subjectives, donc en dehors de la blockchain, comme le prix du BTC, les transactions sur une blockchain, etc. Ensuite, il y a toute une logique de fork qui n'est pas encore très claire pour moi, mais je me permets de vous la lire. Peut-être que tu. Je crois qu'il n'y a pas encore de slashing ni de récompense d'ailleurs sur Eigen d'ailleurs. C'est possible. Mais là, il y a une logique de fork. En gros, le slashing, la méthode classique pour punir les individus, c'est le fameux slashing qui consiste à détruire une partie de la caution. Donc, vous déposez des Ethers, vous faites une faute, on vous met une pénalité, on vous met une amende, hein, d'une certaine façon, sur vos Ethers. Lorsque la faute est subjective, il n'est pas possible de prouver l'erreur. Ce qu'Eigen propose, c'est un système où n'importe qui peut décider à n'importe quel moment de forker le token et de créer deux versions du token. Dans la version 2, l'initiateur du fork, par exemple, moi je dis cette info elle est fausse, j'initie un fork. L'initiateur du fork va signaler le ou les utilisateurs qui, selon lui, ont tort. Le consensus social va alors choisir lequel de ces deux forks est bon. Ce qu'on appelle le consensus social, c'est tous les autres acteurs sur le réseau, donc les autres validateurs. Si l'initiateur du fork Eigen 2, donc moi par exemple, a effectivement raison, les autres utilisateurs ont une incentive économique à venir vers moi, car les tokens des contrevenants dans ce fork sont partiellement détruits. Donc les contrevenants, c'est les personnes qui cherchent à frauder, donc à donner une fausse information. Ce qui augmente indirectement la valeur du stake des participants honnêtes. Donc c'est un nouveau système. Voilà. C'est un nouveau système. Il y a une logique avec des tokens Eigen non forkables, une logique avec des tokens B-Eigen qui seront lockés et qui, eux, pourront être forkables et utilisés pour le restaking. Donc du coup, tu as ce fameux token Eigen où tu n'as pas cette problématique de fork. De toute façon, c'est pas ton dos. Mais dès que tu veux rentrer dans le jeu du forking des assets, c'est avec le B-Eigen que ça va se passer. Voilà comment je l'ai compris pour le moment. Et du coup, bon bah, claim du token le 10 mai, comme je vous ai dit, probablement TGE du token vers septembre, et entre-temps, bah, possibilité toujours de staker sur le protocole EigenLayer ou des protocoles de liquid staking pour profiter d'autres airdrops. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy.
Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.